Bonsoir, chers amis de l'Oasis. Je vous souhaite la cordiale bienvenue depuis mon atelier laboratoire, cet endroit où, jour après jour, avec la seule force des mots, avec la seule brique des mots, nous avons construit cette oasis où vous me dites que vous êtes de plus en plus à l'aise, que vous aimez venir vous y réjouir, passer du bon temps. Et puis moi aussi, c'est toujours un plaisir comme cela de renouveler cette expérience et puis de partager avec vous et d'échanger autour des lectures, des livres, de toutes ces nourritures spirituelles que les mots, les livres, les pensées, les idées nous apportent. Donc cette lecture numéro 18, donc elle va en fait porter sur une nouvelle de Joseph Conrad, donc qui s'appelle Au cœur des ténèbres. Une nouvelle de Joseph Conrad qui s'appelle Au cœur des ténèbres. Et ce que nous allons essayer de comprendre en gros, à travers l'univers qu'il met en place, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est exactement la colonisation. C'est-à-dire que la nouvelle de Conrad, donc, elle se déroule en gros au fleuve Congo. Donc, il y a la remontée du fleuve Congo par Charlie Marlowe qui s'est fait recruter comme capitaine d'un vapeur, dont on peut, en fait, qu'on peut appeler, sans trop se tromper, un rafio. Voilà, un rafio qui fonctionne très mal. Donc, sur ce fleuve-là, dans une période donc qui est celle des débuts, on va dire, de la colonisation du Congo. Donc on est au 19e siècle, à peu près les années 1800 et poussière. Et on va comprendre, donc finalement, qu'est-ce que c'est que la colonisation. Et puis, notamment, et je pense que c'est ce qui est vraiment intéressant sous cet aperçu-là, c'est comment est-ce que Conrad, en fait, présente, et puis même dans une certaine mesure, va justifier cette colonisation. Donc avant peut-être de commencer et puis d'entrer droit dans le vif sur la colonisation, on va déjà peut-être prendre nos aises, hein, donc s'allonger sur l'herbe menue. Il y a du vin, il y a du miel, il y a des jus de fruits et puis ainsi de suite. Il y a des légumes, prenez-en quelques-uns, des tomates et que sais-je d'autre. Asseyez-vous, installez-vous et puis laissez-vous aller comme cela gentiment, laissez-vous glisser lentement et puis n'hésitez pas, comme vous le savez, que vous ayez lu ou que vous n'ayez pas lu. Donc la nouvelle de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres. Je vous invite à euh, euh, discuter, entrer dans la discussion hein, par rapport aux propos que je vais tenir éventuellement. Et ultérieurement, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est une nouvelle qui est maintenant en libre accès. Hein, donc elle est maintenant en libre accès, je pense. Elle est libre de droit. Donc si vous ne l'avez pas encore lue, ce serait une occasion de la lire éventuellement. Voilà. Donc c'est vrai que on peut la considérer comme datée. C'est-à-dire qu'en termes d'histoire des idées, elle est datée. Mais elle est quand même relativement, on va dire, elle est quand même relativement intéressante. Hein. C'est-à-dire que dans la compréhension, on va dire, disons, de certaines contraintes que les Européens, par exemple, ont eu à un certain moment, elle peut même être très instructive, par exemple, en termes de préjugés. C'est-à-dire que c'est un préjugé que les Européens puissent construire, par exemple, sur les Africains et puis sur l'Afrique notamment. Donc, à mon avis, la lecture vaut le coup, même si on peut véritablement considérer qu'elle est maintenant datée. Donc, qu'est-ce que finalement Conrad en fait nous raconte hein. Donc, on va véritablement essayer de comprendre ce que c'est que la colonisation selon Conrad. Donc, avant de commencer, déjà, peut-être juste de poser un peu les éléments donc, de Charlie Marlowe. C'est-à-dire, Charlie Marlowe, c'est le personnage principal qui va nous amener à travers ce fleuve-là, qui va nous amener à la découverte. Enfin, on va même pas dire découverte, parce qu'il n'y a même pas de découverte véritable, mais qui va, disons, qui sera notre guide, disons ça comme ça, notre guide à travers le fleuve dans une remontée vers Courts, donc qui est un chef d'un poste pour prendre une cargaison d'ivoire. Voilà, donc un peu voilà la mission qu'il va accomplir là-bas. Donc ce qu'on sait en fait donc, de Charlie Marlowe, c'est qu'il revient, donc il revient de mission dans l'océan Pacifique, hein, donc il était du côté de l'océan Pacifique, et donc océan Pacifique, océan Indien, et puis ainsi de suite. Et bon, ben, après cette mission, il rentre à Londres, et puis il se retrouve, donc c'est un Anglais, hein, il rentre à Londres, il se retrouve sans travail. Et une de ses tantes, donc comme ça, l'aide à dégoter un travail en Belgique, voilà, en Belgique, donc comme capitaine d'un navire sur le fleuve Congo, dans une compagnie belge. Hein.
d'une compagnie belge et il va donc signer son contrat en Belgique et puis ben, il prend un navire français et il se retrouve donc dans le fleuve Congo et il récupère dans son rafio. Donc il se rend en fait compte que finalement le rafio donc c'est vraiment un rafio, hein, que le bateau est totalement délabré et puis ainsi de suite. Et il a donc cette mission-là avec le capitaine et puis d'autres personnes de la compagnie qui sont des pèlerins, en fait qui sont nommés les pèlerins d'aller récupérer ce stock d'ivoire. Donc en gros, voilà un peu le décor qui est campé. Donc on a comme ça un individu qui est un aventurier, hein. Donc il est allé en Asie. Donc on peut dire il doit déjà avoir 10 ans et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que il est allé en Asie, par exemple Marlowe. Donc on se dit qu'il a été confronté sans doute à l'altérité, hein. Donc forcément, c'est un Anglais, il a navigué en Asie, donc il a été confronté à l'altérité. Donc on pourrait s'attendre éventuellement que, ayant peut-être déjà été confronté à l'altérité, que son regard ait été modifié ou alors ait été changé d'une manière ou d'une autre par cette altérité, mais ça semble quand même ne pas être le cas. Un autre aspect aussi peut-être comme cela qu'on peut juste mentionner avant qu'il aille prendre sa mission, par exemple. Voilà, donc avant qu'il aille prendre sa mission, donc il se retrouve en fait dans ce bureau de la compagnie en Belgique et où on lui fait une mesure de crâne parce qu'apparemment donc le scientifique de la compagnie dit que il y a des modifications qui s'opèrent quand on va sous certaines latitudes. Donc comme quoi la mesure du crâne, je pense que c'est un peu en fait, c'était une pratique en fait qui était considérée comme scientifique, c'est-à-dire que on considérait en fait que plus les individus sont intelligents, on va dire, plus ils ont un grand cerveau. Et et moins ils sont intelligents, moins leur cerveau est grand. Donc, ce qui veut en fait dire que la taille, en gros, du crâne était considérée comme un indicateur, on va dire, de l'intelligence. D'où donc, en fait, cette mesure-là qui est faite sur le cerveau de Marlowe. Donc, pour s'assurer, parce que justement, il y a un peu vraiment cette idée-là que il est possible à tout moment que, disons, l'Européen qui est relativement évolué, puisse regresser au contact d'une culture moins avancée, disons dans le sens conçu, bien perçu par les Européens. Donc c'est un peu le but de la manœuvre. Là. Donc ça laisse déjà comme cela mettre, disons, ça met déjà en avant, ça fixe déjà le cadre, en gros, sur un ensemble de conceptions, un ensemble de considérations qui pouvaient prévoir. Là. Donc, c'est-à-dire qu'une mission déjà telle qu'elle de Marlowe est déjà problématique. C'est-à-dire qu'elle est déjà problématique dans le sens où, partant dans un univers considéré comme très retardé. C'est-à-dire qu'il y a même une expression, par exemple, qui est beaucoup utilisée par Marlowe lors de la narration, qui est en fait les premiers âges de l'humanité. Donc pour lui, par exemple, le voyage vers le Congo, ça signifie retourner vers les premiers âges de l'humanité. Donc en gros, la chose pourrait être perçue comme si la chose pourrait être perçue que, en gros, hein, c'est-à-dire qu'il y a sur Terre, on va dire, des individus, bien des sociétés, des civilisations qui ont évolué, donc qui sont allés vers un très grand progrès, une grande connaissance technique, une grande connaissance scientifique qui s'est traduite par exemple par leur capacité à pouvoir dominer simplement donc le monde environnant et puis même les autres aussi donc populations. Et qu'il y aurait donc comme cela d'autres peuples, d'autres populations qui, elles, n'auraient pas du tout évolué et seraient restées en fait dans un stade, on va dire, relativement primitif, hein, donc primitif, et c'est un peu cette notion en fait là que Marlowe utilise par le sauvage, hein, donc on parle sauvage, c'est-à-dire que sauvage en fait ici à comprendre comme ceux qui sont restés dans les stades premiers de l'humanité, c'est-à-dire que dont l'intelligence justement serait restée dans ces stades premiers là de l'humanité et le voyage finalement, donc la confrontation avec cela. Donc il y a vraiment cette idée même là de la contamination. Hein. Et ce qui est très surprenant par exemple, c'est que l'idée de la contamination par exemple là, elle est perçue de manière totalement péjorative. C'est-à-dire que la contamination peut par exemple, c'est-à-dire qu'on peut pas en partir donc d'un principe simple. Hein. C'est-à-dire que on peut pas en partir d'un principe en fait qui est de dire que il y a 50% de chances qu'une contamination se fasse dans un sens ou dans l'autre. Donc, qu'elle se fasse dans un sens ou dans l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut en fait dire que ce soit, en fait, que ce soit
simplement les Européens qui, par exemple, réussissent à contaminer, on va dire, les gens du fleuve Congo, donc du bassin Congo, par leur culture et leur civilisation, et puis ainsi de suite. Donc, c'est la contamination dans un sens. Donc, auquel cas, par exemple, Marlowe, et puis, disons, les Européens ne devraient pas, en principe, hein, avoir d'inquiétude particulière, donc, parce que ça pourrait bien évidemment aller dans ce sens. Et l'autre aspect aussi, c'est par exemple la contamination négative. Donc, qui serait en fait que quelqu'un qui va donc dans ce fleuve-là, donc dans ces régions en gros réputées comme étant sauvages, étant reculées, lui-même aussi serait un sauvage, en gros. Donc, semble-t-il, en tout cas, d'après ce qui est décrit au niveau donc au niveau de la nouvelle, hein, donc au cœur des ténèbres, c'est en fait la chose suivante, et c'est vraiment très très intéressant à mon avis quand on fait une lecture un petit peu approfondie. C'est-à-dire qu'on constate en fait une chose. On constate par exemple que donc la mesure du crâne, clairement, elle vise en fait à s'assurer que l'Européen qui revient en Europe, disons, ne s'est pas ensauvagé. Donc que son crâne n'a pas diminué et qu'il n'est pas redevenu un sauvage. Donc il est resté l'individu civilisé qu'il est, que le vernis de la civilisation en gros n'aurait pas disparu. Ça c'est une chose. Donc la crainte finalement donc de son ensauvagement, elle a quelques exemples, hein, d'où notamment l'exemple, on va dire, le plus illustratif, c'est vraiment celui de Kurtz. Hein. Nous reviendrons un peu, donc nous reviendrons plus tard sur l'itinéraire de Kurtz, mais ce qu'on peut dire en gros, c'est que il y a un exemple en gros qui est fourni au niveau de la nouvelle comme un cas typique d'ensauvagement. Donc d'un Européen, disons, des plus raffinés en termes d'esprit, des plus savants, qui a écrit des rapports pour une société pour lutter contre enfin, pour l'abolissement des coutumes des indigènes et puis ce genre de choses. Donc véritablement un grand esprit, on va dire, un grand esprit éclairé, hein, un grand esprit des lumières, hein, on peut même avancer encore donc jusque là, qui finalement se retrouve chef, on va dire chef de tribu, une sorte d'icône comme ça pour une tribu locale, et puis grâce à un peu l'influence qu'il réussit à avoir sur cette tribu, peut collecter plus d'ivoire que quiconque, et puis gagner en influence au niveau de la compagnie, parce que finalement l'entreprise elle-même, on va dire l'entreprise coloniale, n'est pas seulement perçue comme étant une entreprise commerciale. On va le préciser juste ultérieurement, mais c'est déjà intéressant de fixer cela, qu'il y a au moins un exemple, en gros, pour, disons, cette contamination, hein, ce que je me suis permis d'appeler contamination positive, donc liée, non, négative, liée à la rencontre entre, disons, le monde européen et puis donc le monde du fleuve du Congo. La deuxième chose maintenant qui est très intéressante à observer, et c'est la suivante, c'est en fait que si on essaie maintenant de chercher au niveau de la nouvelle, quels sont par exemple les exemples ou bien les cas de contamination, on va dire, positives, hein, qui sont fournis, on n'en trouve pas. C'est-à-dire qu'on a deux exemples. Hein, on a deux exemples. C'est-à-dire qu'on a par exemple le timonier. On a par exemple le timonier du bateau. Donc le timonier du bateau donc du navire, hein, du vapeur de Kurtz. Qu'est-ce qu'on apprend en fait du timonier? Donc le timonier, c'est quelqu'un du fleuve. Hein, c'est quelqu'un du fleuve, donc de la côte, hein, tel que Marlowe nous le décrit. Il a été recruté par le prédécesseur de Marlowe. Donc à savoir que le prédécesseur de Marlowe avait Marlowe le remplace comme cela à la dernière minute. L'autre chose qu'on apprend aussi, justement, donc il a été formé. Ça veut donc dire quoi en fait? S'il a été formé, ça veut donc dire qu'il, disons, est plus ou moins avancé, ou alors il a une certaine connaissance, on va dire, du monde occidental, hein, de certains codes occidentaux. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans une machine occidentale, donc il sait à peu près la manipuler et tout. Et ce qu'on apprend, par exemple, donc, de la part de Marlowe, et c'est là où ça devient très, très intéressant, très intriguant, c'est en fait que malgré tout cela, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il ait appris par exemple à naviguer, quand Marlowe est à côté de lui, il travaille très bien, il est même impressionnant, il barre, comme il dit, il conduit le bateau avec une prestance et puis ainsi de suite. Mais dès que Marlowe s'éloigne, il se met à paniquer, il fait tout et n'importe quoi, il ne maîtrise plus rien, il se laisse même finalement dominer par la machine. Donc,
même dans un exemple, ouais, c'est que même dans un exemple par exemple, donc, de contamination négative, donc positive, donc où finalement l'Européen en fait serait plutôt celui qui aurait transmis, on va dire, ses valeurs à quelqu'un d'autre, même en fait cette transmission-là n'aboutit pas forcément à une transformation de l'individu, donc du noir par exemple en tant que tel. Donc c'est un aspect encore qui devient comme ça très intéressant parce que ça nous met véritablement, on va dire, en scène, ça campe, ça indique, ça signale véritablement, on va dire, le cloisonnement. Voilà, donc c'est vraiment le terme que je cherchais, le cloisonnement entre les différents univers. Donc voilà, comme cela, donc, la première des choses qu'on peut déjà mettre en place. C'est-à-dire, donc, c'est cette idée de la contamination. Hein, donc, c'est vraiment cette idée de la contamination. Donc, comme quoi, en fait, il y a véritablement un parti pris au niveau de la narration qui est en fait que l'exemple, on va dire, le plus abouti de contamination soit un cas de contamination négative, donc où un Européen se retrouve réensauvagé. Donc là, il y a déjà quelque chose comme ça qui nous interroge. L'un des deuxièmes aspect justement, c'est aussi la profondeur, on va dire la profondeur historique même. C'est-à-dire que comment, en fait, jusqu'où par exemple, en fait, Conrad va dans la compréhension de l'entreprise coloniale. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de relativement intéressant. Et je pense que c'est même peut-être ça, à mon avis, ça doit être la seule chose qui sauve cette nouvelle. C'est-à-dire que si, en fait, au début de la nouvelle, on n'avait pas cet exposé, on va dire, historique sur la compréhension de la colonisation, je pense que toute la nouvelle n'aurait été finalement qu'un simple jeu de préjugés sans grands intérêts. Finalement. Donc c'est ce début-là, c'est-à-dire que c'est vraiment le début donc de la nouvelle, en gros, qui la sauve et qui lui donne une profondeur, à mon avis, qui fait que même aujourd'hui encore, ce texte est très instructif à lire. Et en fait, finalement, qu'est-ce qu'il nous raconte donc de la colonisation dès le début? Donc, il est en train de remonter le fleuve, donc la Tamise, hein, donc il remonte le fleuve, la Tamise, puis il se souvient que 2000 ans avant, quelque chose comme ça, 2000 ans avant, les Romains aussi sont venus là. Hein. Donc, les Romains aussi sont venus là, peut-être de juste retrouver cela. Voilà, donc il se souvient que 2000 ans avant, les Romains aussi sont venus là. Je vais peut-être vous lire juste cet endroit. Sa remarque ne parut pas du tout surprendre. C'était bien Marlot. On l'a reçu en silence. Personne ne prit même la peine de grogner. Et il enchaîna très lentement. Je pensais à des temps très anciens, lors de la première arrivée des Romains, il y a 1900 ans, l'autre jour, la lumière est venue de ce fleuve. Depuis les chevaliers, dites-vous? Oui, mais c'est comme un embrasement qui court sur la plaine, comme un éclair dans les nuages. Nous vivons dans la lueur vacillante. Puisse-t-elle durer aussi longtemps que roulera la vieille terre? Mais les ténèbres étaient ici hier. Mais les ténèbres étaient ici hier. Voilà. Donc, ces ténèbres étaient ici hier. Le ici, c'est où? Le ici, c'est l'Angleterre. On sait très bien que l'Angleterre, en fait, a été conquise, hein, même si après les Romains ont dû faire ce fameux mur d'Adrien, là, voilà, pour un peu séparer, disons, le monde romanisé du monde qui n'était pas romanisé. Mais la lumière est venue par là. Donc, en gros, comment est-ce que finalement donc est perçue la colonisation? Parce que je pense que là, Conrad, en fait, en faisant référence aux Romains, en faisant référence à la conquête romaine sur l'Angleterre, donc en faisant référence à la colonisation romaine, en gros, Conrad nous explique une chose. Et je pense que c'est crucial. C'est-à-dire donc qu'il y a les Romains qui, en gros, sont une puissance, on va dire, technologique, technique, qui est une puissance qui a accumulé du savoir, hein, donc du savoir scientifique, et puis ainsi de suite, qui a accumulé des richesses aussi. Et donc, grâce, en gros, à tous ces éléments-là, ils ont été en mesure, par exemple, de conquérir d'autres endroits. Et ce qui s'est passé, en fait, dans la conquête des autres endroits, c'est qu'ils ont apporté ce que Conrad donc appelle une lumière. Et cette lumière, donc, en fait, c'est le savoir, c'est-à-dire que c'est la romanisation. Donc, en gros, cette idée-là qui est que
nous vous apportons la civilisation, on vous apporte la science, on vous apporte le savoir, la connaissance, et puis ainsi de suite. Et ce que Conrad, en fait, nous laisse entendre là derrière, c'est quoi? Ce qu'il nous laisse en fait entendre, c'est que finalement, les Anglais, à travers leur œuvre de colonisation, sont simplement en train de transmettre ce flambeau de la lumière à d'autres peuples, ou alors disons si on prend le cas des Belges par exemple, en gros les Européens, ils sont en train de transmettre ce flambeau de la lumière, là en gros du savoir, de la connaissance que les Romains leur ont apporté par la colonisation. Ils sont aussi en train de transmettre ça à l'heure actuelle, en tout cas au moment au temps de l'histoire, ils sont en train de transmettre aussi à d'autres peuples. Et donc, pour lui, ça devient donc un mouvement naturel. C'est-à-dire que nous-mêmes aussi, nous avons été colonisés, donc en tant qu'Anglais, en tant qu'Européens, puis ainsi de suite. On a été colonisés, on était aussi des sauvages, hein, il le dit très bien. C'est-à-dire qu'ici, on était des sauvages. Hein, c'est-à-dire qu'il dit les ténèbres étaient ici hier. Donc l'Européen aussi était un sauvage. Grâce aux Romains, il est devenu un civilisé, donc en se romanisant, et il ne fait que finalement transmettre le flambeau qu'il a reçu des Romains, le flambeau de la connaissance, de la lumière, en gros, comme il décrit, à d'autres peuples. Donc voilà un peu ce qui justifie finalement, ce qui explique toute l'entreprise coloniale. C'est-à-dire que l'entreprise coloniale donc serait la transmission à d'autres de la flamme de la connaissance, du savoir que eux-mêmes aussi ils ont reçu des Romains. Et donc ça dédramatise finalement toute, on va dire, la portée même, donc ça dédramatise, on va dire, disons, tout l'aspect tragique, hein, tout l'aspect tragique, tout l'aspect violent, par exemple, de la colonisation. En ce sens que ça devient finalement le mal nécessaire. C'est-à-dire que puisque nous ne faisons que transmettre finalement les choses, puisque nous ne faisons que faire du bien finalement, parce que c'est aussi, peut-être pour le dire de manière toute simple, c'est aussi perçu comme ça que nous ne faisons que faire du bien, nous ne faisons que transmettre quelque chose que nous avons reçu et quelque chose qui forcément nous a sortis de l'ensauvagement, donc qui va aussi sortir les autres de leur sauvagerie. Donc en gros, il y a cette perception, on va dire, similaire de la colonisation. L'autre élément encore, et là où Conrad finalement, et c'est là où on comprend véritablement que le recours aux Romains est une quête de justification. C'est-à-dire qu'il l'explique un peu plus loin, c'est-à-dire c'est l'idée. Hein, c'est l'idée. C'est-à-dire qu'il faut en fait que finalement, pour qu'une colonisation s'opère bien, il faut deux choses, hein, en gros. C'est-à-dire qu'il y a une problématique des ressources principalement. Hein, enfin, premièrement, c'est-à-dire qu'il y a une problématique des ressources, c'est-à-dire qu'à un moment, une société atteint, ou bien une civilisation, et puis ainsi de suite, atteint un tel niveau technologique qu'elle a besoin de ressources pour faire tourner disons, son industrie, pour faire tourner ses activités. Donc, elle a besoin de plus en plus de ressources. Hein. C'est-à-dire que le développement, en fait, nécessite, est très glouton en termes de ressources, on dit de matières premières, et puis ainsi de suite. Et même aussi en hommes, hein, parce que finalement, il faut bâtir, et puis on bâtit aussi avec les hommes. Donc, la colonisation, finalement, ça règle déjà une partie de ce problème. C'est-à-dire, donc, à savoir que quand, par exemple, un peuple, en fait, s'accroît, une population, une société devient de plus en plus prospère. C'est-à-dire que l'une des conséquences, par exemple, c'est qu'avec les connaissances, les savoirs, ben, la mortalité chute. Donc la mortalité chute, il y a une grande pression finalement des individus sur les ressources. Donc il faut trouver de nouvelles ressources pour le nombre de la population qui accroît. Hein, donc de manière aussi simple. Donc la colonisation devient en fait le moyen finalement d'assurer à une entité, à une société, à une société, c'est le moyen de lui assurer la perpétuation de la continuation, on va dire, la continuation de sa prospérité. C'est-à-dire que si elle n'a pas cette possibilité-là d'avoir, disons, des environnements vierges où elle peut se projeter, c'est-à-dire que ce soit d'évacuer, par exemple, une partie de sa population ou alors de recourir à des ressources ou à une main-d'œuvre, elle s'effondre totalement. Donc, il faut vraiment un arrière, il faut une sorte d'arrière-fond, comme ça, une sorte d'arrière-pays, hein, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, d'arrière-pays, où il y a un stock, on va dire, de matière, il y a un stock de main-d'œuvre qui pourrait à tout moment être utilisé pour assurer la prospérité, on va dire, d'une société qui qui connaîtrait une grande avancée technique. Donc ça, c'est le premier
Donc le premier aspect, donc qui est vraiment celui de la perception de la colonisation. Donc il y a véritablement cela. Donc ça permet d'assurer, donc de maintenir ou même d'accroître en fait la prospérité qu'une société serait en train, enfin qu'une société a atteinte. Auquel cas, en fait, au cas contraire, elle irait vers une sorte de déclin, ce qui est sûr. Maintenant, l'autre aspect sur lequel il attire aussi notre attention, c'est de dire donc qu'il faut en fait, donc en plus donc du commerce finalement, parce que ce qu'on est en fait en train de mettre en place, en fait ce qu'on est en train de mettre en place, c'est soit du commerce, hein, soit le pillage, hein, c'est un des deux, hein, donc c'est l'indépendance. Soit on fait du commerce, soit on fait du pillage en gros, pour avoir ses ressources. Et l'autre aspect en fait qu'il dit finalement, c'est qu'une colonisation n'a pas seulement besoin en fait soit du commerce, soit du pillage, mais elle a aussi besoin d'une idée. Et en fait, on va essayer un peu de comprendre exactement ce que il veut nous laisser entendre par cette idée-là. Donc il nous dit en fait ceci. La conquête de la terre, qui signifie principalement prendre à des hommes d'une autre couleur que nous, et dont le nez est un peu plus plat, n'est pas une jolie chose quand on la regarde de près. Donc, en gros, on peut très bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'il y a le principe vraiment de la liberté, de considérer en fait que la liberté, par exemple, c'est la valeur, on va dire, la plus primaire de tous les individus et même de toutes les collectivités. Et donc, forcément, prendre quelque chose à quelqu'un qui ne t'appartient pas, voilà, quoi, c'est la base même de la morale, en fait, de toutes les morales finalement, qu'elles soient chrétiennes ou bien non chrétiennes, et qu'à partir de là, oui, ce simple fait-là, donc, qui est cette notion-là donc, du pillage, est totalement disons, contre la morale. Mais maintenant, il va encore plus loin. Il dit, ce qui la rachète, donc ce qui rachète, donc c'est-à-dire que, ok, de piller, c'est mauvais, en gros. Mais ce qui peut racheter, finalement, donc ce comportement-là, ce qui peut racheter cette manière, on va dire, d'entrer en relation, n'est que l'idée. Une idée qui la soutienne. Pas un prétexte sentimental, mais une idée. Et une fois désintéressé en cette idée, quelque chose à ériger, devant quoi s'incliner, à quoi offrir un sacrifice. Si vous me permettez, je vais juste répéter. Ce qui la rachète, donc ce qui rachète par exemple la perception de la colonisation comme étant une simple entreprise de pillage, ou même le commerce lui-même aussi peut être perçu comme un simple pillage, ce qui rachète, ce n'est qu'une idée. Une idée qui la soutienne. Pas un prétexte sentimental, mais une idée. Et une fois désintéressé en cette idée, quelque chose à ériger, devant quoi s'incliner, à quoi offrir un sacrifice. Donc il y a quelque chose à ériger, devant quoi s'incliner. C'est-à-dire que finalement, ce qui peut racheter la colonisation serait donc quoi? Serait donc une idée de transcendance. C'est-à-dire qu'il faudrait en fait qu'il y ait quelque chose finalement qui dépasse les simples intérêts des individus et qui rende donc la colonisation nécessaire. Et qu'est-ce qui dépasse justement? C'est là où on revient aux Romains. Donc ce qui dépasse justement ça, c'est le fait que les individus estiment que nous le faisons pour transmettre quelque chose que nous aussi nous avons reçu, quelque chose de relativement supérieur, parce qu'il faut aussi vraiment qu'il y ait vraiment donc qu'il y ait aussi cette idée là que en gros ce qu'on a reçu des Romains est tellement supérieur que malgré tout ce qu'on peut faire de mauvais aux autres, la transmission en elle seule de cette chose là est suffisante. Et l'exemple en fait le plus abouti de cette idée là, c'est Kurt. Mais on reviendra donc dessus par la suite. L'autre aspect justement encore pour donc justifier finalement toute l'entreprise coloniale, ça sera finalement d'expliquer par exemple qu'est-ce qui pouvait bien motiver les Romains exactement. C'est-à-dire que qu'est-ce qui pouvait bien motiver les Romains. C'est-à-dire qu'on est en fait déjà en train de se rendre compte que progressivement, disons, les ambitions ou bien les motivations finalement qui ont poussé les Romains à, par exemple, conquérir l'Angleterre, donc qui est le cas un peu qui nous est présenté ici, sont à peu près les mêmes qui ont poussé, disons, au 19e siècle, en gros, les Européens à conquérir aussi d'autres peuples. Donc, gros, voilà un peu cette idée-là que Conrad est en train de véhiculer en fait ici. Après avoir présenté ça, on va un peu s'arrêter véritablement sur cette idée et un peu de voir finalement la conception même de l'histoire en fait que Conrad est en train de proposer. Parce que à mon avis, c'est ça qui rend ce texte capital et très très intéressant
étudier. Donc, ce qu'il nous dit donc sur les motivations finalement, qu'est-ce qui peut motiver en fait, qu'est-ce qui pouvait motiver un Romain à quitter de sa Rome et puis à venir puis à s'éloigner, à aller très loin jusqu'en Asie et puis ainsi de suite pour conquérir d'autres peuples. Donc, il dit d'abord, il y a un premier argument en fait qu'il donne, c'est que un individu par exemple pouvait gagner, il pouvait rechercher une chance de promotion. Il pouvait rechercher une chance de promotion. Donc l'idée en fait ici, elle est la suivante. L'idée en fait ici, c'est donc que dès le moment où à Rome, disons, à Rome, il y aurait une grande saturation parce que forcément la concentration du pouvoir a fait à ce que tous les talents, les meilleurs talents, on va dire, du pays vont se retrouver dans Rome parce que c'est un État centralisé, par exemple, malgré les tentatives, on va dire, démocratiques, ça reste quand même un État centralisé. Donc, tous les talents vont se retrouver à Rome. Et forcément, si tu as envie, on va dire, d'avancer, par exemple, donc d'avoir des avancements, ben, il est beaucoup plus facile, par exemple, d'aller sur un théâtre d'opération, parce que quand même, c'est aussi une société qui est, disons, organisée sur le mode de la conquête, et où, par exemple, ben, beaucoup de chefs militaires, par exemple, après s'être illustrés brillamment sur le terrain de guerre, ont fini, comme ils appelaient ça, empereur, je sais pas, voilà, donc ils ont fini sénateur, sénateur ou empereur, et puis ainsi de suite. Donc l'armée, finalement, la conquête militaire, conquête armée, est un moyen aussi, par exemple, de pouvoir occuper après des postes beaucoup plus importants à Rome. De la même manière aussi que il parle, par exemple, du fait de se refaire. C'est-à-dire, donc là, le fait de se refaire, par exemple, il donne le cas des préfets, par exemple, il donne le cas des collecteurs d'impôts, il donne, par exemple, aussi le cas des marchands. Et là, c'est pas l'un des aspects qui devient intéressant. C'est que même, par exemple, aussi les marchands faisaient partie de l'entreprise, on va dire, coloniale romaine. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance, par exemple, à regarder les choses sous l'aspect, on va dire, militaire, concernant les conquêtes romaines, mais il y a aussi un côté marchand qui est vraiment, en tout cas, qui nous est bien mentionné là par Conrad. Et donc finalement, c'est même quoi se refaire là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée là en fait que on peut se refaire une santé financière. C'est-à-dire que il y a déjà en gros on est déjà dans des économies capitalistes. Il y a des prises de risques qui sont faites par les individus. Il y a déjà une spéculation qui est mise en place. Les gens investissent sur plusieurs choses. Et puis, ben, il se produit que, ben voilà, quand on investit, ben, on peut perdre sa mise. Et donc, la colonie, en fait, finalement, c'est un endroit où on peut se relancer à peu de frais. C'est un peu ça, vraiment, l'aspect intéressant au niveau de la colonie. C'est qu'à peu de frais, on peut totalement se relancer et puis on peut se remettre à flot, on va dire, et puis se reconstituer une fortune comme cela. Donc, c'est un peu une idée même qui peut même être encore valable aujourd'hui. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, vous faites juste une petite comparaison, c'est-à-dire qu'il y a par exemple des coûts d'entrée sur un marché. Par exemple, c'est-à-dire qu'on les coûts d'entrée. C'est-à-dire que les coûts d'entrée, en fait, c'est des choses comme des investissements initiaux qu'un entrepreneur doit consentir pour pouvoir opérer, disons, de manière normale et puis de dégager des profits sur un marché. Et je pense que vous aurez quand même compris que dans un pays, par exemple, ça explique même aussi toute la mondialisation à laquelle nous sommes confrontés à l'heure actuelle. C'est-à-dire que dans un pays, par exemple, où les salaires sont très élevés, on prend un pays européen où les salaires sont très élevés, où il y a des charges sociales qui sont aussi très importantes, où il y a une forte régulation sociale, où il y a une forte régulation même normative, donc sur la manière de faire sur la manière de produire par exemple certains biens et puis ainsi de suite, la manière de rendre certains services. Donc il est clair, et où par exemple la capacité contributive des individus est très élevée, c'est-à-dire que les gens par exemple payent plus d'impôts dans les pays riches que dans les pays pauvres, donc un peu ce genre de choses. Donc il est clair que il est beaucoup plus simple dans un contexte pareil de créer par exemple une entreprise dans un endroit où il y a donc dans un pays par exemple, disons que relativement pauvre, par exemple dans le cas de cet pays en Afrique, donc c'est relativement plus simple en fait d'investir finalement parce que la masse, donc le coût d'entrée disons sur ces marchés est relativement faible.
Voilà. Et que compte tenu du fait que, par exemple, il y a moins de contraintes sociales, ou alors qu'il y a une possibilité d'échapper à ces contraintes-là, donc la capacité de l'individu finalement à rentrer très rapidement et même à excéder la rentabilité de son investissement est à prendre là en considération. Et donc il y a cette idée-là de se refaire, hein, c'est-à-dire que donc se refaire, c'est-à-dire que finalement de pouvoir en fait gagner en très peu de temps, beaucoup d'argent, mais pas seulement grâce, on va dire, à la simple industrie, mais grâce aussi au fait que, par exemple, la colonie, en gros, elle va se caractériser par une plus grande liberté. Hein. C'est-à-dire qu'une plus grande liberté, on va dire une plus grande capacité, on va dire, à ne pas respecter certaines normes. Et donc, c'est cette grande capacité, finalement, à ne pas respecter certaines normes, en gros, qui va faire finalement une sorte de transfert, hein, une sorte de transfert entre vers, on va dire, l'investisseur, donc vers celui qui va y investir. Donc il y a véritablement cette idée-là. Donc finalement, ça fait un peu les deux motifs, hein, finalement. Donc, on a vraiment les deux motifs qui nous expliquent à peu près donc pourquoi, hein, donc d'après Conrad, les Romains, ils allaient donc ils allaient coloniser d'autres endroits. Voilà. Donc il nous a donné trois. Donc, il y a vraiment cette idée, en fait, donc, de transmettre finalement un savoir, une connaissance, une manière de vivre, une manière d'être et de penser qui est jugée supérieure. Première chose. Il y a deuxièmement la recherche, on va dire, d'une promotion, c'est-à-dire que la compétition étant on va dire très très accrue, hein, au niveau du centre, on va dire au niveau du centre, la métropole, peut-être utilisant ce terme un peu plus récent, la métropole. Donc la compétition étant très accrue au niveau de la métropole, il est relativement plus aisé pour un individu, pour un agent, de se faire, disons, un nom, de se faire des états de service ailleurs, où il y aurait moins de compétition, bien entendu. Et puis, il y a l'autre idée aussi, justement, qui est celle de se refaire. Donc, c'est de se refaire, c'est-à-dire que qui est en fait l'idée, finalement, de se refaire une fortune, l'idée de se lancer à faible coût dans un investissement qui rapporterait beaucoup plus que si il était fait, par exemple, dans un pays européen. Donc tout cela donc grâce au fait que les règles finalement sont relativement flexibles, hein, on va dire sont relativement peu contraignantes et les individus peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent dans ce type de pays. Et donc cela étant donc posé, et donc ça devient capital, c'est-à-dire que ça devient en fait capital dans quel sens? Parce qu'en fait Conrad est en train de nous dire ceci, il est en fait en train de nous dire que ce que finalement nous, Européens, nous sommes en train de faire à l'heure actuelle au Congo, par exemple, ce que nous sommes en train de faire, c'est stricto sensu la même chose que les Romains aussi ont fait ici. Et si vous regardez qu'aujourd'hui, nous sommes devenus un pays riche, nous sommes devenus un pays prospère, en capacité, en mesure, en capacité de pouvoir se projeter à des milliers de kilomètres de chez lui et même arriver à s'y imposer. Donc, il n'y a pas de raison finalement que l'entreprise que nous sommes en train de mener maintenant est mauvaise. Elle est forcément bonne. C'est-à-dire que tôt ou tard, ceux qui aujourd'hui, hein, dans le temps de la narration, ceux qui aujourd'hui seraient éventuellement en train de pâtir de cette entreprise coloniale, tôt ou tard, ils en profiteront. Comme nous aussi, 2000 ans après, hein, il dit très bien, 2000 ans après, ben, nous sommes devenus finalement les maîtres des eaux, des océans, et puis des terres, et puis ainsi de suite. Donc il y a véritablement cette idée de base, à mon avis, et qui est la grande justification de l'entreprise coloniale. Maintenant, euh, voilà quoi, c'est-à-dire que qui justifie toute la grande, qui est toute la justification de l'entreprise coloniale, donc de l'entreprise coloniale. Ce qui introduit donc finalement une idée de philosophie de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une sorte de perception de l'histoire, c'est-à-dire que qu'est-ce que finalement donc l'histoire? Parce que voilà, à mon avis, là encore la grande, on va dire le grand trait, hein, on va dire le grand trait, l'un des aspects les plus centraux dans le cœur des ténèbres, en fait, hein, de Conrad, qui est en fait que Conrad introduit finalement une philosophie de l'histoire. Et en fait, cette philosophie de l'histoire, elle tient finalement à quoi? Elle tient en fait au fait déjà d'une chose. C'est en fait que l'histoire, c'est une question de domination. Voilà ce qu'il introduit déjà premièrement. C'est que l'histoire, c'est une question de domination. Ceux qui, en gros, hein, pour un peu dire les choses de manière triviale comme ça, ceux qui sont forts dominent les plus faibles.
C'est vraiment ça, finalement, la première perception de l'histoire. Et que maintenant, deuxième chose encore, c'est-à-dire qu'il y a maintenant ce qu'on peut appeler, donc c'est ceux qui dominent, donc il y a les gens, les plus forts dominent les plus faibles, première chose. La deuxième chose maintenant, c'est que il y a des valeurs, en gros, hein, c'est qu'il y a des valeurs et qu'il y a une hiérarchie des valeurs. Ça, c'est la deuxième chose, à mon avis, qui est centrale au niveau de Conrad. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs, donc tout le monde peut avoir des valeurs, et puis ainsi de suite, là, il n'y a pas de souci. Mais il y a une hiérarchie des valeurs. Et que, en fait, la hiérarchie des valeurs, finalement, sera déterminée par la force. C'est-à-dire que celui qui est en mesure de dominer les autres, de réduire finalement les autres dans l'état qui lui convient le mieux, c'est ces valeurs qui s'imposent. Donc il y a une question aussi de hiérarchie des valeurs, à mon avis, qui est centrale. Ouais, donc c'est véritablement, à mon avis, un aspect qui introduit, disons, la question de la philosophie de l'histoire. C'est-à-dire que il y a vraiment une question de lutte pour la survie dans l'histoire. Il y a une question de domination, donc qui est liée simplement à cette question de la survie, c'est-à-dire que les plus forts, en fait, pour survivre, ben, ils ont besoin de dominer et puis d'écraser les plus faibles, première chose, qui a des valeurs, mais que finalement, les meilleurs, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, donc cette question de domination, de sélection naturelle même, voilà, peut-être le terme, en fait, qui reflète un peu mieux ça. C'est vraiment une sorte voilà, de philosophie naturelle même, hein, de l'histoire. C'est une perception naturaliste comme ça de l'histoire, qui veut, en fait, que c'est, disons, la société qui arrive à s'adapter le mieux, donc qui arrive en fait à produire toute une technologie qui va lui permettre de perdurer. Ce sont ces valeurs à elle qui vont s'imposer et puis qui doivent même finalement s'imposer à tout le reste. Donc, ça encore, à mon avis, c'est un des aspects vraiment centraux pour comprendre en fait disons, la philosophie de l'histoire qu'induit finalement Conrad. Et l'autre chose encore, peut-être qu'il va encore aller peut-être dans cette justification, donc qu'il va encore justifier finalement en fait, comme la philosophie de l'histoire se justifie, c'est qu'il part en principe, hein, donc il pose un principe de départ qui est en fait, disons, la non-pénétrabilité, hein, je suis juste en train de proposer un terme comme ça, non-pénétrabilité des mondes. Ce que je veux en fait dire par là, c'est ceci. Ce que je veux en fait dire par là, bon, c'est relativement étrange, hein, parce que avant, je vous ai un peu parlé juste au début, je vous ai parlé de contamination. Hein, je vous ai parlé de cette contamination qui pouvait être positive, disons dans le cas où c'est l'Européen qui transmet ses valeurs, hein, parce que là, on ne fait que rester du point de vue simplement de l'Européen, hein, dans la manière de percevoir, puisqu'on est on entre, on va dire, dans cette histoire, hein, un peu en regardant sur l'épaule de Marlowe. Donc, on reste vraiment d'un point de vue européen là. Donc, il y a vraiment cette contamination positive, ou il y a une contamination négative, donc qui est en fait celle où c'est l'Européen finalement qui se fait contaminer par la culture locale, en gros. Donc, et là, donc, en posant en fait cela, ça laisse supposer que il y a une pénétrabilité des mondes. C'est-à-dire qu'un Européen peut être influencé par un Africain par un Européen. Dans ce contexte-là, en gros, voilà un peu ce que ça veut simplement dire. Mais sauf que, et c'est là où encore la nouvelle, hein, de Conrad est très intrigante, c'est que quand même, quand on fait attention à la description du monde qu'il met en place, on perçoit très vite une impénétrabilité. C'est-à-dire que juste simplement, par exemple, juste la simple remontée du fleuve, par exemple, se traduit par, disons, les arbres, par exemple, la jungle forme un mur, un rideau. On sait qu'il y a des gens, par exemple, qui vivent de l'autre côté, mais ils n'arrivent même pas à se comprendre. Ouais, ils n'arrivent pas à se comprendre. Et même encore, ça va même encore plus loin. C'est-à-dire que même quand il y a même une attaque, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une attaque, par exemple, ils sont à peu près, je ne sais pas moi, 1,5 miles du poste où se trouve Kurt. Il y a une attaque, hein, des locaux, on va dire, donc ils attaquent à la flèche et puis ainsi de suite. Mais finalement,
au moment où l'attaque même se produit, donc au début de l'attaque, il ne voit rien. Donc, il ne voit personne. Il n'y a que des flèches qui sortent, hein, qui sortent de l'air, paf, 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 mais il ne voit personne. Ouais, c'est-à-dire que même la guerre, par exemple, en fait, qui en principe suppose, disons, la mise, hein, la confrontation, donc on peut au moins voir l'ennemi, quoi. C'est-à-dire que là, ça devient plutôt comme un peu ce qu'on peut appeler ces guerres asymétriques, là, hein, qu'on connaît maintenant, hein, auquel on assiste maintenant, par exemple, quand on prend la guerre entre les terroristes, par exemple, et puis les nations européennes, ben, on ne voit même pas l'ennemi. Et on est à peu près dans un cas pareil, on ne voit pas l'ennemi. De temps en temps, on peut voir un corps, de temps en temps, on peut voir une tête, un regard, mais l'ennemi lui-même ne se voit pas, donc il ne se perçoit pas dans la totalité de son corps, c'est-à-dire qu'il est toujours loin. Et même quand il se perçoit, par exemple, c'est-à-dire que même quand il se perçoit, parce que dans ce même vapeur, hein, donc dans ce même vapeur où Marlowe est donc avec les pèlerins et puis le directeur, ainsi de suite, il remonte donc pour chercher l'ivoire vers Coutts. Ils sont 5 Européens dans le vapeur, contre à peu près 30 locaux, hein, 30 locaux qu'ils ont recrutés. Et même, par exemple, le timonier, hein, dont on a parlé un peu avant, c'est donc le timonier qui est quand même quelqu'un qui a été formé donc, à une technique, on va dire, donc une technique de pilotage navire européen. Donc, il devrait être, en principe, quelqu'un, disons, de relativement proche, par exemple, des Européens. Ben, il s'avère, par exemple, que même ce timonier, par exemple, au moment de mourir, hein, c'est-à-dire qu'à un moment, il se fait harponner, hein, donc il reçoit une sorte de lance comme ça au niveau des côtes. Même ce timonier, il se fait harponner et même avant de mourir, c'est-à-dire qu'il regarde simplement Kurtz et le regard en fait qu'il porte à Kurtz traduit toute l'immensité qui les sépare, c'est-à-dire que l'immensité donc de la séparation entre leurs deux mondes. Donc il y a donc comme ça cette idée là en fait à mon avis qui est très intéressante en tout cas qui est très remarquable chez Conrad, à savoir en fait l'impénétrabilité des mondes. Par exemple, quand on regarde un peu même le temps, par exemple, que Marlowe, hein, c'est-à-dire que s'interroge juste sur l'humanité des gens qui sont à côté de lui. Un peu. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, il fait une remarque, et donc je vais peut-être faire sur deux aspects. Là. C'est-à-dire que il fait, par exemple, cette première remarque. C'est-à-dire qu'il fait, par exemple, cette remarque, en fait, qui est que euh, les locaux, hein, donc ils sont 30 à peu près, ils n'ont presque rien amené à manger. C'est-à-dire qu'ils avaient juste amené, disons, de la viande d'hippopotame qui était considérée comme, qui était considérée comme pourrie, donc elle sentait mauvais apparemment. Puis donc ils leur ont demandé de jeter leur viande parce qu'ils ne pouvaient plus respirer cette odeur de viande pourrie. Mais bon, Marlowe quand même tient à préciser que même comme ils leur ont demandé hein, de jeter leur viande pourrie, elle n'était pas en quantité suffisante, par exemple, pour assurer toute la remontée. Hein, donc, ils avaient été recrutés pour 6 mois. Donc, laissant comme cela entendre donc, que ces personnes-là, finalement, donc ces Noirs et puis ainsi de suite, n'ont pas un sens de la prévision. Hein, donc, ils n'ont pas un sens de la prévision. Ils ne savent pas prévoir. C'est-à-dire que faire, par exemple, comme les Européens qui ont prévu des conserves, en gros, dans des boîtes de conserve, pour pouvoir manger durant toute la durée de l'expédition. Donc, il y a ce premier aspect qui... donc qu'il introduit comme cela. Donc en gros, il manque d'un sens de prévision, de prédiction, puis ainsi de suite. Ils ne prennent pas les choses en quantité. Et donc à partir de là, par exemple, il se pose la question, parce qu'à un moment, il se dit, ben attendez, mais puisque finalement, on les paye avec du fil de cuivre, mais ce fil de cuivre, ils ne peuvent rien acheter comme ressource, parce que ben, forcément, les populations au niveau de la côte sont hostiles, ils ne veulent pas du tout avoir quoi que ce soit à faire avec les Européens, ils ne leur permettent pas du tout d'accéder à leur côte, ainsi de suite. Donc ils se retrouvent avec leur plaque de cuivre et hormis éventuellement pêcher, avec ça, bon, en plus, ce qui rend encore, enfin, le fil de cuivre, ce qui rend encore la pêche, disons, relativement dure, hormis pêcher, ils n'ont finalement pour autre alternative que de manger des petites boules de pâte hein, qu'ils ont ramenées, mais il dit encore Marlowe que mais cette pâte même-là n'est même pas suffisante pour les nourrir. Donc, comme quoi finalement, ces gens ont faim. Et que comment se fait-il donc que s'ils ont faim, ils ne nous attaquent pas? Nous, on est 5, ils sont 30, mais pourquoi ils ne tombent pas sur nous puis ils nous mangent? En gros, donc Marlowe, mais il est préoccupé, c'est hallucinant, quoi. Il est préoccupé par cette question, mais pourquoi ces gens qui sont majoritaires, qui ont faim,
parce qu'ils n'ont pas pris assez de ressources, comme ils n'ont pas un sens de de la prévision très poussé, mais pourquoi ils ne nous attaquent pas? Et pour Marlowe, en fait, c'est-à-dire qu'il dit, mais il y aurait éventuellement un frein. Hein, parce qu'on sait vraiment, qu'est-ce que c'est que ce frein? Hein? Il dit, il y aurait éventuellement un frein. Éventuellement un frein. Mais c'est-à-dire que le frein n'est pas clair. Il ne dit pas clairement, il y a un frein. Et que c'est à cause de ce frein qu'il ne nous mange pas. Hein? Il ne le dit pas. C'est-à-dire qu'il dit, il y aurait peut-être un frein. Peut-être qu'il y a un frein, mais je ne peux pas dire. C'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à l'établir. Il n'arrive pas à l'établir. Mais donc, il le suppose comme cela. Hein, il le suppose, mais il ne l'établit pas. Il dit que ce n'est pas évident pour lui. Ce n'est pas évident que, mais c'est un frein. Parce que tous les arguments finalement qu'il donne, il dit par exemple, ben, ça peut être pour des raisons de superstition. Par exemple, qu'ils ne le font pas. Hein, donc qu'ils ne les mangent pas. Ça peut être pour... qu'est-ce qu'il donne encore d'autre comme raison? Il dit par exemple, ouais, ça peut être des raisons de... superstition. Il dit par exemple, ça peut être des raisons de dégoût, par exemple. Il dit ça peut être par exemple des questions de patience. Donc ils attendent, et puis au final ils vont nous manger. Ou alors ça peut être de la crainte. Mais tous ces arguments finalement qu'il donne là, donc qui peuvent être l'explication éventuelle des freins, il les détruit lui-même en disant mais non, mais ou alors peut-être une question d'honneur aussi. Il dit mais non, mais quand on a faim, on peut pas se mettre à attendre, quoi. On peut pas, hein, la superstition n'est pas aussi forte que la faim. Donc Marlowe finalement même n'arrive pas, il ne parvient pas, ou alors c'est dur, c'est compliqué pour lui d'établir simplement que ces individus ont un frein et que c'est ce frein qui empêche qu'ils tombent sur eux et ne les mangent. Mais qu'est-ce que c'est que le frein? C'est quoi le frein? Le frein. C'est-à-dire que le frein, c'est finalement quelque chose qui empêche quelqu'un d'agir. Le frein, c'est ce qui empêche quelqu'un. Hein? Donc, il y a l'empêchement, c'est-à-dire qu'il y a la contrainte, donc il y a le surmoi. Le frein, c'est le surmoi. Le frein, c'est la conscience. Donc, quand en fait quelqu'un a un frein, c'est-à-dire que quand il a un frein, ça veut dire qu'il est en mesure de juger du bon, hein, du bien et du mal. Hein? Du bon, du mauvais, du bien et du mal. Ça veut dire qu'il a une conscience. Donc, le fait que finalement Marlowe soit même encore en train d'hésiter sur le fait qu'ils aient une conscience, finalement traduit en fait cette impénétrabilité-là des mondes. C'est-à-dire qu'ils auraient peut-être, mais même en le supposant, il va encore détruire finalement tous les éléments qui pouvaient expliquer pourquoi finalement ces gens ne bondissent pas sur eux pour les manger. Donc il y a cette première idée-là, donc cette première idée-là sur l'impénétrabilité vraiment des mondes, à mon avis, qui est centrale si on veut un peu comprendre cette entreprise coloniale. Donc, et la deuxième, donc le deuxième aspect donc, qui ouvre la question finalement de la conscience, hein, qui ouvre la question de la conscience, est-ce qu'eux aussi ils ont une conscience comme nous? Je le sens, mais est-ce qu'ils sont? Voilà. Et l'autre aspect, finalement, aussi, qui est toujours la même interrogation, c'est celle de l'humanité. C'est celle de l'humanité. C'est-à-dire que finalement, c'est en fait celle qui est de savoir, mais est-ce que finalement, ce sont des êtres humains comme nous? Parce que là aussi, c'est une question qui intrigue Marlowe. Elle intrigue Marlowe, mais elle le laisse totalement sa réponse. C'est-à-dire qu'à certains moments, il sent. Il dit, il y a une lueur, il y a quelque chose. Je sens qu'on est, hein, ce sont des hommes comme nous. Il y a vraiment quelque chose comme nous. Mais en même temps, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est-à-dire que ce n'est pas net que oui, c'est un homme comme moi. Ce n'est pas net. C'est-à-dire qu'il y a toujours en fait ce moment où le doute s'installe. Et qu'il y a un moment où le doute s'installe. C'est très, très intriguant parce que, et même encore, ça pourrait même encore être 1000 fois intéressant si on retournait finalement la perspective. C'est-à-dire qu'on se mettait par exemple du côté des gens du Congo à cette époque-là et puis on essayait de comprendre quelles étaient eux-mêmes leurs propres interrogations par rapport aux Européens qu'ils avaient en face d'eux. Parce que là, ça devient donc véritablement très intéressant. Donc il y a deux choses en fait qui sont fortes. Hein. Je pense que quand on se pose quand même la question sur l'humanité de quelqu'un et qu'on doute de l'humanité de quelqu'un, ça veut quand même dire qu'il y a une impénétrabilité des mondes. Hein. Je veux dire qu'on peut quand même être d'accord là-dessus. De la même manière aussi, on sait par exemple que l'un des aspects, hein, on va dire l'un des aspects les plus forts, hein, constitutifs d'un individu, hein, une personne, c'est sa conscience. Donc si on doute même
Hein, un simple moment qu'une personne puisse ne pas avoir de conscience, donc qu'il puisse ne pas avoir de frein, donc de sens moral, parce qu'on sait très bien aussi que on ne mange pas les autres, c'est plus des questions morales. Hein. C'est-à-dire que je pense pas que la question de de manger les autres, donc de l'anthropophagie, ce soit juste une question simplement physique. C'est vraiment une question morale simplement. On ne mange pas les autres pour des raisons morales simplement. Donc le fait que les autres qu'on interroge donc la conscience des autres, c'est dit pour moi c'est les preuves vraiment ultimes que nous sommes véritablement face à une perception chez Conrad de l'impénétrabilité des mondes, c'est-à-dire que les mondes sont totalement impénétrables. Et donc, et c'est là où ça devient donc intéressant. Et donc, si les mondes ne sont pas impénétrables, comment donc ne sont pas interpénétrables, comment donc finalement on peut mettre tous ces gens-là d'accord? Voilà. Et donc, on est vraiment confronté à quelque chose. Les mondes ne sont pas pénétrables. C'est-à-dire que c'est une perception. Hein. On peut la discuter, on peut truc, mais en gros, il y a tellement de handicaps. C'est-à-dire qu'il y a le handicap, je sais pas moi, on prend les questions par exemple de la langue et tout ainsi de suite. Il y a les perceptions du monde qui sont totalement différentes. Et puis ceci, et puis cela. Donc, on est véritablement devant des gens qui apparemment n'ont pas beaucoup de choses finalement sur quoi ils peuvent s'appuyer pour construire une relation. Donc, pour qu'une relation même puisse partir d'une base neutre, c'est très compliqué dans un cas pareil. Parce que pour qu'une relation même puisse partir d'une base neutre, il faut encore que vous ayez suffisamment de choses à partager pour construire cette base neutre-là. Et donc, ce qui finalement, et c'est comme ça en fait qu'on peut comprendre aussi donc l'introduction qui est faite par les Romains, c'est-à-dire que par la colonisation romaine finalement donc dans le cas de l'Angleterre, qui est finalement que il n'y a pas eu de discussion entre les Romains et puis les Anglais quoi. Hein. Je sais pas comme s'ils s'appelaient déjà les Anglais à l'époque romaine, mais en gros il n'y a pas eu de discussion entre les deux. Les Romains ont imposé leurs règles et point. Et donc que c'est le seul moyen finalement de pouvoir créer une communication entre les deux. En gros, donc il faut que ce soit le plus fort qui impose finalement sa règle. Donc voilà, à mon avis, la perception finalement que Conrad, en fait, donc nous met en place, on va dire, met en place donc par rapport à, à- par rapport à la colonisation. Hein. C'est-à-dire que dès le moment où il y a une impénétrabilité des mondes, où les deux civilisations, peuples et puis ainsi de suite, qui se font face, n'ont aucun moyen sur quoi s'appuyer, c'est le fort qui doit imposer la règle. En gros, voilà un peu la perception, on va dire, que j'ai pu, moi, établir au niveau du cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect, on va dire donc des choses, qui en fait donc que toute, finalement, la colonisation trouve sa justification dans l'histoire, et que finalement la dynamique même de l'histoire, donc l'histoire n'est possible que grâce à la colonisation. Hein, donc, la colonisation c'est un mouvement naturel de l'histoire. Si on regarde Conrad, parce que il n'a pas pu aller chercher les Romains pour rien. Ça veut beaucoup dire. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas mis les Romains, cette nouvelle aurait voulu dire totalement autre chose. Mais le simple fait, à mon avis, qu'il ait mis les Romains, c'est véritablement pour dire qu'il y a une répétition de l'histoire. C'est-à-dire que ce qui s'est produit il y a 2000 ans en Europe, voilà aussi ce que nous, Européens, finalement, qui avons été héritiers de cette histoire des Romains, qui eux-mêmes l'ont hérité, on va dire, hein, donc des Grecs, nous aussi, nous sommes simplement en train de refaire la même chose qui avait déjà été faite avant. Donc, il y a un mouvement naturel de l'histoire et que le mouvement naturel de l'histoire, finalement, donc, le mouvement, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il nous dit que en Angleterre, au bord de la Tamise, c'était des sauvages. Voilà ce qu'il nous dit. C'était des sauvages. Donc, de la même manière qu'il dit qu'au bord, hein, je pense que vous voyez un peu la similitude, hein, la Tamise qui est un fleuve, vous voyez le Congo un fleuve. Donc, vous voyez un peu toutes les similitudes qu'il met déjà en place. Au bord de la Tamise, c'était des sauvages. Voilà ce qu'il nous dit. Et il nous dit donc que, justement, ce qui a créé l'homme, donc le civilisé, c'est la colonisation romaine. Et voilà ce qu'il nous dit. Ce qui a créé l'homme, c'est la colonisation romaine. Donc le sauvage, finalement, des bords de la Tamise, il est devenu un homme après avoir été colonisé par les Romains. Et pour lui, c'est ce même mouvement historique qui est en marche aussi
donc au niveau du fleuve Congo, c'est la création de l'homme. C'est ça, cette idée-là. Cette création de l'homme, en fait, qui doit être, donc que l'entreprise coloniale serait en train de réaliser au niveau du fleuve Congo. C'est ça la grande idée finalement. Donc en plus du commerce, il faut aussi qu'il y ait cette création de l'homme-là. Et donc que finalement, et c'est là où c'est intriguant, donc en termes de philosophie de l'histoire, c'est-à-dire que finalement, l'homme, en fait, si par exemple, même au jour d'aujourd'hui, si par exemple les Européens disent donc, ok, nous, euh, nous revendiquons, hein, je pense qu'il y a même des groupes, par exemple, à un moment, qui ont voulu le mettre pendant la Constitution européenne, que nous revendiquons notre héritage gréco-romain, hein, quelque chose comme ça, ouais, d'autres même pas d'héritage chrétien, ainsi de suite. Donc, ou même on dit par exemple que ben, nous sommes donc la civilisation, la civilisation européenne vient à son héritage grec, latin, et puis ainsi de suite, donc, qui est fort. Mais dès le moment donc, où on sait que cet héritage-là est un produit de la colonisation, parce que c'est ce que Conrad nous apprend. Il nous dit que mais cet héritage, en fait, là, finalement, latin, si tu dis, mais c'est un produit de la colonisation, simplement. Donc, si c'est donc le cas, hein, ça veut en fait donc introduire cette idée que l'histoire, finalement, ou alors ce qui va produire les hommes, finalement, donc ce qui va produire les hommes, ce qui va produit finalement une compréhension possible entre le romain et puis par exemple l'anglais, disons, de cette époque-là, c'est la colonisation. Donc que c'est la colonisation qui finalement va produire l'homme, qui va produire la base sur laquelle ils vont pouvoir s'entendre, ils vont pouvoir discuter, se comprendre et puis ainsi de suite. Donc que l'humanité finalement serait le produit de la colonisation. Voilà, à mon avis, la grande thèse derrière cette nouvelle de Conrad qui demande beaucoup à réfléchir. Donc, où en fait, si on peut vraiment la tirer, mais enfin, on la tire vraiment dans ces extrêmes, qui est en fait que l'humanité est le produit de la colonisation. C'est très intéressant. On peut éventuellement l'interroger, c'est-à-dire qu'on peut pas l'interroger même en sortant par exemple, parce que bon, c'est vrai que là on est juste sur un aspect occidental, c'est-à-dire que quand on regarde l'histoire occidentale par exemple, ça peut s'expliquer, on peut très bien comprendre exactement ce qu'il a envie de dire, puisque en plus il part de là, vous voyez. Mais je pense aussi très bien que si on élargit donc le cercle, c'est-à-dire que si on regarde dans d'autres sphères, par exemple, c'est-à-dire que si on regarde dans d'autres sphères, comment est-ce que simplement l'humanité a été donc c'est créé, c'est-à-dire que comment est-ce que les contacts entre les populations se sont opérés et puis ainsi de suite. Je pense qu'on n'est pas forcément très loin de cette vision-là, hein. C'est-à-dire que donc de cette vision-là, qui en fait de dire que véritablement c'est la colonisation en fait qui, en poussant finalement les individus à aller ailleurs, à aller chercher des ressources ailleurs, ou bien aller s'établir ailleurs, finalement c'est cela qui produit et puis qui crée l'humanité. Donc ça devient une idée finalement très forte à mon avis et qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de textes de cette époque. On ne retrouve pas dans beaucoup de textes. Parce que justement, il y a aussi même cette idée-là, c'est-à-dire que si on prend par exemple le Cœur des Ténèbres, je veux dire, il y a comme aussi une lecture comme cela qu'on peut avoir de romans d'aventure. Voilà, par exemple. C'est-à-dire que c'est que s'il n'y avait pas, par exemple, cette partie sur la colonisation romaine en Angleterre, je veux dire qu'on n'aurait pas du tout, ce serait un banal roman d'aventure, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur un fleuve, il y a du brouillard, ils ont peur, et puis patati, il y a une attaque, ils ne voient pas du tout ces gens qui les attaquent, et puis ainsi de suite, puis ils vont dans un poste, ils trouvent un blanc qui est complètement qui s'est complètement ensauvagé, et puis ainsi de suite. Voilà. Donc, ça aurait été d'une banalité affligeante. Mais le fait d'avoir introduit cette idée-là que finalement l'entreprise coloniale que les Européens sont en train de mener au 19e siècle n'est que la continuation de la colonisation dont eux-mêmes ils ont été les victimes par les Romains, je pense que c'est capital si on veut tout comprendre. Et là où Conrad va encore plus loin, c'est en disant l'humanité elle-même n'est possible que par un processus de colonisation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de processus de colonisation, aucune humanité n'est possible. Voilà, donc
Première partie, Cœur des ténèbres de Conrad, donc pour un peu comprendre, on va dire, les idées phares comme ça qu'il nous indique, qu'il nous signale par rapport à la compréhension, on va dire, de cette époque, de ce que c'est que la colonisation. Et un autre aspect, donc on va dire, on va peut-être un peu plus arriver sur des aspects plus triviaux maintenant. Donc on a commencé par aborder cette grande idée-là. Hein. Donc je pense que vous avez à peu près maintenant perçu un peu cette grande idée. Mais bon, après Conrad lui-même aussi, il détruit ça, hein, parce que donc il détruit ça rapidement. Hein. Donc en prenant dans le cas du Congo par exemple. Et puis ça se détruit très rapidement. C'est-à-dire ça se détruit très rapidement parce que dès le début même déjà, on a une bonne vision, on va dire, donc du contexte. On a une bonne vision de l'entreprise coloniale, finalement, de ce que les gens y font. Hein. Ils nous avaient donné des exemples. Donc on l'avait déjà abordé avant. Ils nous avaient par exemple dit, ben, là, il y a des gens qui viennent par exemple pour se refaire une santé financière, donc en prenant le cas des Romains. Et puis il nous disait aussi, ben oui, il y a aussi des gens qui cherchent une promotion et ainsi de suite. Et c'est en fait finalement, ce sont les mêmes arguments aussi qui prévalent là, donc au niveau du Congo. Hein. Donc, un peu toujours avec cette idée-là que c'est la répétition du même finalement. Ce qui s'était produit à 2000 ans est encore en train de se reproduire là maintenant. Donc voilà par exemple une des scènes à laquelle il assiste. Donc il est en déplacement, donc il est en train de traverser le pays à pied pour aller vers le fleuve où il doit récupérer le rafio dont il a été nommé capitaine. Des formes noires étaient accroupies, prostrées, assises entre les arbres, appuyées au tronc, cramponnées au sol, à demi surgissantes, à demi estompées dans l'obscure lumière, dans toutes les attitudes de la douleur, de l'abandon, du désespoir. Une autre mine explosa dans la falaise, survie d'un léger frissonnement du sol sous mes pieds. Le travail continuait, le travail. Et c'était ici le lieu où quelques-uns des auxiliaires s'étaient retirés pour mourir. Voilà. Donc le travail continuait, le travail, c'était ici le lieu où quelques-uns des auxiliaires s'étaient retirés pour mourir. Donc là, c'est des personnes qui sont exténuées par le travail donc employé. Il nous dit par exemple, Marlowe, qu'ils étaient employés dans toutes les formes légales de contrat temporaire. Hein. Je ne sais pas si ce que ça veut dire. Je pense que peut-être qu'il y a un historien parmi nous qui peut nous expliquer ça en gros. Hein. Bon. On sait qu'elles étaient atteintes de maladies et de famine. Donc que ces ombres-là, ces ombres noires, étaient atteintes de maladies et de famine. Elles étaient atteintes de maladies et de famine. Voilà. Donc, en gros, ils mouraient lentement, c'était bien clair. Ce n'étaient pas des criminels, Ce n'était rien de terrestre maintenant. Rien que des ombres noires de maladies et de famine. Donc, on est bien d'accord que si ces gens-là, amenés de tous les recoins de la côte, dans toutes les formes légales de contrats temporaires, donc si c'était vraiment des vrais contrats de travail et puis ainsi de suite, normalement, un contrat de travail en bonne et due forme ne doit pas faire à ce que quelqu'un meure de famine, voilà, qu'il meure de famine et de maladie. Donc, ça veut bien dire que on est là sous une forme d'exploitation, un peu comme je le disais précédemment, qui est en fait que la colonie, justement, c'est un peu, comme on peut dire, un Eldorado, c'est un Far West. Hein. Donc, notamment même aussi, le Congo est perçu comme cela aussi, comme un Eldorado, un Far West, parce qu'il y a par exemple des gens qui viennent faire des recherches minières, par exemple, et puis qui pensent qu'ils vont s'en mettre plein les poches, par exemple. Donc, la colonie n'est que possible dans ces conditions-là. C'est qu'il faut véritablement qu'il y ait une liberté beaucoup plus accrue qu'ailleurs. Sinon, elle n'a pas de sens du tout. Hein. Sinon, si elle est normée comme la métropole, ben, elle n'a plus aucun intérêt. Quoi. Donc, les gens n'iront plus là-bas du tout. Donc, il est donc sûr, en fait, donc ici, par exemple, c'est l'un des aspects, comme ça, on va dire, où il nous montre le travail, on va dire, les conditions de travail, on va dire, exécrables, les conditions de travail qui conduisent finalement à la mort. Hein. C'est un peu comme le travail forcé, des choses comme ça, qui conduisent à la mort des individus. Donc, qui
finalement détruit. Donc on peut aussi immédiatement là cette idée que il y aurait forcément une grande idée, qu'il y a une grande idée qui serait transmise dessus. Non, il nous dit vraiment que oui, c'est une exploitation pure et dure, quoi, hein. C'est juste de la simple exploitation. Il y a encore un autre aspect dont il nous parle. Juste, on va s'arrêter là. Voilà. Il dit par exemple. Donc là, c'est un aspect un peu plus intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'il nous dit par exemple que. Bon, je vais peut-être déjà lire et puis après on va commenter. Une fois, un blanc, en uniforme déboutonné, qui campait sur la piste avec une escorte armée de Zanzibariens efflanqués, très hospitalier, de joyeuse humeur, pour ne pas dire ivre, surveillait la route. L'entretien de la route, déclara-t-il. Peut pas dire que j'ai vu ni route ni entretien, à moins que le corps d'un noir d'âge mûr, le front troué d'une balle, sur lequel je butais littéralement à 3 miles de là, ne puisse être considéré comme une amélioration durable. Voilà. Donc là encore, c'est juste un autre aspect, par exemple. C'est-à-dire que c'est une équipe, en gros, hein, qui... donc il est toujours en train d'aller rejoindre donc le poste central, hein, pour prendre le commandement de son navire, donc Marlowe. Et il tombe donc sur des gens qui sont en train de travailler au bord d'une route. Apparemment, ils doivent faire une route. Ils doivent construire une route. Voilà. Donc, on sait un peu que cette histoire de la route, c'est le début du développement, hein, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que quand on construit une route, on est en train de préparer l'avenir, et puis ainsi de suite. On est en train d'équiper, d'améliorer les conditions de vie, d'existence dans l'endroit. Et donc, sauf qu'il s'avère donc que justement, ils sont prétendument là au motif donc, de construire ou donc de développer, hein, donc de développer le pays. Or, finalement, il s'avère que ce n'est pas du tout ce qui est en train de se faire. Ils sont totalement... hein, il y a totalement... Ouais, c'est une entreprise simplement d'une banale brutalité où quelqu'un se fait buter, voilà, il se fait trouer le front d'une balle. Donc, on n'est pas du tout là dans un cadre, par exemple, où le pays serait éventuellement équipé, où le pays serait éventuellement être en train de construire, hein. Donc, ça peut même aussi être comme ça aussi question à réponse, hein, comme là, avec certains débats, par exemple, qu'on entend ces jours-ci sur le rôle positif de la colonisation, et ainsi de suite. Bon, là, par exemple, dans le cas que Conrad nous donne, on a une colonisation où finalement, même en termes d'équipement, on n'assiste pas forcément à des créations particulières d'équipements dans ce pays-là. Au contraire, on a plutôt une exploitation ville et servile des individus. Voilà, donc un peu cet aspect. Donc, en gros, pour donc résumer notre discussion sur Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Donc on s'est en fait interrogé donc à travers ce roman sur la question, donc à travers cette nouvelle, hein, cette longue nouvelle, sur la question de savoir finalement qu'est-ce que c'est que la colonisation. C'est-à-dire qu'il nous présente en fait cette région du fleuve Congo à une époque justement qui est une époque de colonisation, et on s'est en fait interrogé donc finalement sur ce que c'est que la colonisation. Donc il y a deux aspects comme ça en gros pour résumer. Donc il y a ce qu'on peut appeler les données du terrain elles-mêmes. C'est-à-dire donc que les données du terrain en fait sont les suivantes. Les données du terrain en fait sont que Conrad finalement nous dit que les individus qui viennent dans ces régions, donc qui viennent dans cette région-là, ils viennent principalement pour se refaire une santé financière, ils viennent pour l'appât du gain, et il nous décrit par exemple même que c'est un environnement de scorpions, ils se font des coups bas entre eux, c'est tel qui veut la place de tel, et puis ainsi de suite. Voilà, donc finalement,
on est vraiment là confronté à des individus qui se font la guéguerre entre eux pour accumuler le plus de choses. C'est-à-dire que soit accumuler des richesses, soit accumuler des postes, soit accumuler des honneurs, des avantages, ainsi de suite. Donc, la colonie, finalement, c'est en fait un lieu où les plus bas instincts des individus peuvent s'exprimer. C'est un lieu, par exemple, où le droit lui-même n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut exploiter les gens, donc comme ces travailleurs-là, on peut les prendre, les faire travailler autant qu'on veut, les tuer après, et puis ils meurent de faim, et puis ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le lieu où les plus bas instincts, finalement, des individus s'expriment. Et donc, ça, c'est un aspect, en fait, finalement, que Conrad lui-même, il condamne. C'est-à-dire qu'il condamne, en fait, de réduire, finalement, la colonisation à l'expression des plus bas instincts des individus simplement pour des raisons, disons, d'accumulation de gains, d'argent, et puis ainsi de suite. Ça, il le condamne clairement. Mais de dire à partir de là que Conrad condamne la colonisation, là, c'est totalement faux. Conrad condamne juste une vision de la colonisation comme étant le lieu ou bien voilà l'endroit ou bien voilà l'endroit, disons le processus où les individus sont livrés au non-droit. Donc que quand les individus sont livrés au non-droit, quand c'est seulement leur instinct de prédation qui prévaut, alors là, la colonisation, elle est condamnable. Mais et c'est ce qu'il rajoute, ce qu'il sauve la colonisation, ce qui la rend possible, ce qui la rend souhaitable, c'est qu'il lui faut une idée. Et que cette idée-là, en fait, elle est une idée qui est totalement pratique, qui veut en fait que ce sont les valeurs du plus fort, les connaissances du plus fort qui doivent s'imposer. Et que les connaissances du plus fort, finalement, les valeurs du plus fort, c'est cela qui créera l'humanité. Parce que donc c'est vraiment très, 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 très discutable, hein, mais à mon avis, c'est comme ça qu'il faut lire cette nouvelle. Et donc, ce sont ces valeurs, en fait, donc, qui vont créer l'humanité. Et que l'humanité, finalement, n'est pas possible si, à un moment ou à un autre, le plus fort a imposé ce qui va finalement faire, ou bien ce qui va devenir plus tard le cadre commun à l'intérieur duquel les individus pourront se comprendre. Voilà, donc chers amis de l'Oasis, ce qui, à mon avis, fait tout l'intérêt de la nouvelle de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, qui est, je pense, à l'heure actuelle libre de droit, dont vous pouvez, je pense, trouver sur Internet si vous l'avez déjà lu, ou alors si vous ne l'avez pas lu, ben, je vous invite à la lire parce que il y a véritablement une perception, on va dire, de la colonisation qui est très instructive, donc comme étant le processus finalement, le processus phare, si je peux dire ça comme ça, d'hominisation. C'est-à-dire que l'homme finalement, donc si nous tous aujourd'hui nous nous appelons hommes, si on se reconnaît tous étant hommes, si on se reconnaît tous comme partageant des choses en commun, tout cela n'a été possible d'après ce que nous dit Conrad, que grâce ou à cause de la colonisation. Je vous remercie beaucoup, chers amis de l'Oasis, d'avoir pris de votre temps ce samedi pour assister à notre émission. J'espère que vous avez pris du bon temps, que vous avez apprécié cette immersion dans le cœur des ténèbres de Conrad. Je vous souhaite le cordial bonsoir et je vous dis à une prochaine. Merci beaucoup.